Bon, donc on va reprendre après une petit problème technique. Pendant la première partie de ce talk, on a vu toute une partie outillage où on a parlé d'Ioman, Grunt, SAS. On a commencé à faire un petit peu de code avec Require.js et Handlebar. Donc maintenant, le but va être de créer une application avec Backbone. Donc je vais vous présenter un petit peu Backbone et son mode de fonctionnement. Donc déjà Backbone, qui en a déjà entendu parler? Un peu moins de monde. Bon, d'accord. Donc à peu près tout le monde. Qui l'utilise sur un projet perso? Ok, donc beaucoup moins de monde. À peu près un peu moins de 10 personnes. Qui l'utilise sur un projet pro? Ok, donc encore moins de monde. Il y a à peu près 4. Ok. Donc Backbone.js, qu'est-ce que c'est? C'est une librairie, une petite librairie, qui n'est pas énorme, qui fait moins de 1500 lignes, et qui permet en fait de structurer un petit peu votre application web avec le pattern MVC. Donc en gros, vous allez avoir 3 grandes entités dans Backbone qui sont les modèles, les vues et le contrôleur qui s'appelle en fait un routeur. Donc on va voir comment on crée un petit peu tout ça. Je vais regarder, ouais, j'avais tout committé, très bien, parfait. Donc j'ai déjà provisionné Backbone. Tout à l'heure j'ai fait un bower install Backbone, donc je l'ai déjà dans mon workspace. Je l'ai déjà référencé là-haut. Donc a priori tout est bon en termes de provisioning. Donc je vais commencer en fait par créer un routeur. Donc on va se créer un répertoire routers. On va se créer un fichier mainrouter.js. Ok, donc je vais ajouter le fichier à Git. Je me suis fait quelques petits live templates, je vais vous les expliquer. Donc ça, c'est un routeur Backbone. Dans la stack que j'ai utilisée, c'est-à-dire que en fait Backbone ne nécessite pas d'utiliser Require.js, d'accord? C'est juste dans ma présentation, j'ai Require.jsifié un petit peu tout, d'accord? Et je vais notamment utiliser Require.js pour autant pousser la fonctionnalité de Require.js et autant l'utiliser. Donc j'ai Require.jsifié un petit peu toutes mes classes que je vais utiliser dans mon application. Donc là, vous voyez, mon routeur, il va avoir besoin d'un certain nombre de dépendances. Donc là, je suis en train de dire, je vais avoir besoin de jQuery backbone underscore pour fonctionner. Très bien, je vais les appeler $backbone underscore. Et puis, donc là, je suis en train de faire un define, donc je vais devoir retourner quelque chose. Et donc là, je suis en train de faire un return main router class. Donc là, l'objectif de ce fichier main router, ça va être de décrire le comportement de mon routeur. D'accord, tout simplement. Donc ce que je vais retourner, c'est une classe. Enfin, c'est pas vraiment une classe, il n'y a pas de classe en JavaScript. C'est le prototype d'une classe. D'accord. Donc ça sera aux appelants, aux gens qui vont dépendre de mon routeur, de faire un new de la représentation de mon module. D'accord. Donc un routeur, qu'est-ce que c'est? Donc là, vous voyez, je suis en train de faire un backbone.router.extend. Donc ça, c'est le fonctionnement qu'on va voir sur les autres types d'objets en Backbone. En fait, Backbone fournit un ensemble de superclasses. On peut apparenter ça à des superclasses. Donc en fait, un comportement sur un routeur, sur une vue, sur un modèle. Et donc le but, ça va être d'étendre ce comportement avec nos spécificités. Le but d'un routeur, ça va être de réagir à un changement d'URL, d'accord, dans le navigateur. Donc Backbone en fait est très utile quand on veut faire du single page app, donc c'est-à-dire qu'on a une page HTML de départ et qu'on va avoir juste une portion de notre page qui va changer au fur et à mesure de notre application. On ne recharge pas toute l'application à chaque aller-retour serveur. En gros, c'est pas mal utilisé dans une optique avec un serveur REST qui nous sert de la donnée. En gros, on a notre client qui est capable de gérer sa navigation lui-même, d'accord, en appelant les bonnes URL REST, les bonnes ressources REST pour afficher les choses à l'utilisateur. Dans notre stack,
on a vu qu'on utilisait Handlebar pour faire du templating. Donc en gros, on est en train de dire tout va être déporté côté client, sauf la partie data. En gros, la stack là, que je suis en train de vous présenter, c'est un truc qui permet d'avoir un serveur REST qui ne fait que servir de la data. D'accord ? Donc ça tire à quelques problématiques, ce truc-là. Par exemple, en termes de sécurité, il faut être bien attentif, parce que en gros, les templates, votre client les voit. Donc si vous faites des if, l'utilisateur n'a pas le droit à telle fonctionnalité, je cache le bouton, ben, ça, quand vous le faisiez côté serveur, il ne le voyait pas, il ne voyait pas l'URL du bouton. Là, tout est côté client, donc potentiellement, s'il est curieux, il peut aller voir toutes les URL de votre application. Donc il faut être en mode vraiment parano quand on est en train de tout déporter côté client, c'est-à-dire les datas que vous allez servir, il faut vraiment que vous vérifiez que l'utilisateur qui essaye d'y accéder a le droit d'y accéder. D'accord ? Parce que potentiellement, contrairement à un monde où c'est juste le serveur qui génère les choses, quelque part, l'utilisateur il ne peut pas tout voir, alors que là, l'utilisateur peut tout voir. J'en reviens à mon routeur. Le routeur, l'objectif, c'est de réagir à une URL. Et donc, je vous ai parlé de Single Page App. Les Single Page App, généralement, elles utilisent des fragments d'URL. Un fragment d'URL, c'est quelque chose qui est après un dièse. Donc, vous avez l'habitude d'utiliser les dièses dans les URL pour référencer des encres dans les pages. Là, Backbone, en fait, il va se servir des choses qui sont à droite du dièse pour référencer des vues. Enfin, pardon, j'ai été un peu vite, pour déclencher un traitement auprès d'un routeur. Et en fait, généralement, le routeur, ce qu'il va faire, c'est appeler une vue qui correspond à l'URL que vous avez demandé. Mais ça, on va le voir juste après. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais dire l'URL !/hello. Mon routeur, il va réagir là-dessus en appelant une méthode qui s'appelle sayHello, que j'ai déclarée ici. Donc là, vous voyez, j'ai une déclaration de méthode qui va juste faire un console.log hello, qui va loguer des trucs. Donc là, en gros, ça c'est pour la partie route. En gros, on va avoir une liste d'URL et une liste de callbacks qui vont être appelés quand telle ou telle URL va être appelée. Et puis, il y a une méthode initialize ici qui va être récurrente, qu'on va revoir sur les autres types de modèles, qui est en fait tout simplement le constructeur de votre classe. Donc ce truc-là, on va y passer quand on va instancier une nouvelle instance de notre routeur. Donc là, la méthode un peu barbare, c'est tout simplement pour faire un super du constructeur de la classe du dessus. Donc c'est un peu énorme, mais en fait, JS ne travaille pas avec des classes. Donc on est obligé de jouer avec la chaîne prototypale pour pouvoir appeler une méthode qui a été définie dans un prototype. Donc c'est ce qu'on fait ici, en fait. Bon, c'est juste un détail. Le truc important dans le constructeur, ici, c'est que quand on va instancier notre routeur, on va faire un Backbone History Start. Ce Backbone History Start, c'est vraiment le truc qu'il faut faire pour démarrer la boucle d'observation de Backbone sur les changements d'URL. En gros, si vous n'avez pas ce truc-là, si vous changez d'URL avec un dièse, votre routeur ne sera jamais appelé. Donc c'est pour ça que je le fais dans le constructeur. Dès lors que mon routeur existera, Backbone sera initialisé. Donc voilà, j'ai déclaré mon routeur, très bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser, ce routeur. Alors je vais le déclarer dans le app.js, parce que pour moi, le routeur, c'est quand même un truc un peu central. Pour moi, quand je vais déclarer mon module app, j'ai envie de déclarer mon routeur en même temps. Je pourrais aussi le faire dans le main, mais bon, là, je suis d'humeur de le faire dans le app. Donc je vais référencer mon routeur comme ça, d'accord, donc en précisant le chemin pour y accéder. D'accord, ça me permet en fait d'éviter de définir ici un nom de module. D'accord, ici je pourrais définir Toto et référencer Toto ici, ça fonctionnerait. Mais là en fait, pour être plus simple, on va rester comme ça. Et donc je vais utiliser mon routeur. Alors là il faut faire attention parce que l'ordre des paramètres est important. J'ai chargé jQuery, Bootstrap et mon routeur. Donc je vais représenter mon routeur ici. Et tout ce que je vais faire, c'est un new main router. Pof. Je vais appeler le constructeur. C'est tout. D'accord ? Alors, je vais vous donner une petite astuce. Je ne sais pas si vous connaissez je pense que vous avez deviné.
Il y a Chrome qui a popé. En fait, ce truc-là, le statement debugger, c'est un truc qu'il ne faut pas committer. Hein. Mais c'est un truc qui va forcer le debugger à s'arrêter à cette ligne-là quand vous allez être en mode inspection. Donc ce truc-là, c'est pas mal en fait. Quand on est en train de développer des trucs et que vous voulez forcer un point d'arrêt à un endroit, c'est pas mal. Enfin moi, j'utilise ce truc-là. Je trouve ça pas mal quand je fais des nouveaux trucs. Quand je modifie du code, je mets des debuggers à quelques endroits pour voir si je passe bien au bon endroit et quel est mon contexte à ce moment-là pour voir si tout est bien comme je veux. Donc là, j'ai mis un debugger dans mon module, dans mon constructeur de main router pour bien vous montrer qu'on y passe, et dans le say hello pour vous montrer que quand je vais aller sur l'URL qui va bien, je vais appeler mon say hello. Ok. Avant de repasser dans le navigateur, je vais me faire un petit A, un petit lien, hop, en disant je vais sur dièse point d'exclamation / hello. D'accord. Donc ce truc-là, d'accord, c'est l'URL que je vais utiliser dans ma route, d'accord, que j'ai défini ici. Ok. Donc là, quand je vais cliquer sur mon lien say hello, ça va rajouter un fragment d'URL. Dièse, point d'exclamation / hello, et du coup normalement ça devrait déclencher mon routeur. Donc là j'ai mon navigateur qui est dans les choux parce qu'il s'est arrêté. Hop. Je pense que c'est carrément Grunt qui est dans les choux. Le truc live reload là. Généralement quand il me fait ce coup là, c'est qu'il est dans les choux. Donc on va recommencer. Hop. Donc si je rafraîchis, donc là vous voyez, je suis sur mon debugger, donc là je suis dans ma callback de mon module app, je résume. Donc là je suis dans ma callback de mon main router. Si je regarde ma call stack, vous voyez que je suis dans le new main router de mon app.js, d'accord. Bon, entre temps je suis passé par Backbone, mais bon, on s'en fiche, on ne va pas aller regarder le code de Backbone. Donc derrière ça va démarrer le Backbone History Start, et c'est tout. C'est tout parce que je n'ai pas été encore sur l'URL hello. D'accord, donc il ne m'a pas démarré ma callback hello. Et maintenant, si je clique sur l'URL, hop, je suis passé dans mon say hello. Et du coup, il va me faire mon console.log hello has been called. Bon, là, il m'a mis une erreur. Je vais peut-être recharger d'ailleurs. Parce qu'en fait, les debuggers, Require.js, il n'aime pas trop parce qu'il met des timeouts sur des chargements de fichiers. Il va mettre un timeout. Et du coup, si vous êtes en debug sur un truc, s'il a lancé un chargement de fichier et que vous restez trop longtemps en debug, il ne va pas charger le fichier, il va partir en timeout. Donc je vais premièrement enlever les debugs que j'avais mis parce que j'ai pas envie de les committer. Et en plus, j'ai pas envie de m'arrêter toutes les 5 minutes dans mon code, maintenant que je sais que ça marche. Les debuggers, c'est bien, sauf quand vous les mettez dans des boucles, pour info. Parce que autant à un point d'arrêt, vous pouvez désactiver le point d'arrêt, autant là, le debugger, vous allez y passer tout le temps. Bon, vous pouvez toujours désactiver tous les points d'arrêt. Si vous désactivez tous les points d'arrêt, les debuggers, ils ne s'arrêtent plus dessus. D'accord. Mais bon, il faut essayer d'éviter dans les boucles. Donc voilà. Donc on a fait notre premier routeur. C'est parfait. Implemented first backbone router. Cool. Donc c'était pas trop compliqué jusque-là. Donc maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et on va implémenter notre première vue Backbone. Donc pour ça, hop, on va se créer un répertoire views, hop, dans lequel on va se créer je vous le donne en 1000, une hello view. Donc là encore, je me suis fait un petit live template. Donc là aussi, Backbone, c'est pas du tout obligatoire d'utiliser Handlebar avec Backbone. C'est juste un choix personnel pour cette présentation. Et en fait, là, le choix que je vais faire, c'est que, en fait, une vue, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est un composant Backbone qui va avoir la responsabilité de gérer un nœud du DOM. D'accord? C'est ça la définition de la vue dans Backbone. Donc en gros, il va falloir que vous attachiez une vue à un nœud du DOM et elle va avoir comme responsabilité le rendering du contenu de ce nœud du DOM. Donc ça va être à elle d'afficher
une liste de trucs, par exemple, ou de gérer également les événements utilisateurs. Si on clique sur un bouton dans cet élément du DOM, c'est la vue qui va gérer le clic sur le bouton. D'accord ? Et donc, pour moi, dans cette stack, je trouve que c'est pas mal de dire une vue égale un template. Et comme ça, du coup, je déporte dans le template handlebar ce que va me générer ma vue. D'accord ? Donc là, du coup, je vais réutiliser mon template Hello, en l'occurrence. Hop. Ça, je vais avancer. Donc, une vue, qu'est-ce que c'est ? Donc là, vous voyez, je me suis fait injecter backbone underscore et mon Hello template. Mon Hello template, je l'ai mis dans une variable qui va s'appeler viewTemplate, qu'on va réutiliser plus tard. Ma vue, qu'est-ce que c'est ? C'est un truc qui hérite de backbone view. Bon, très bien. Qui va avoir des événements, on va y revenir plus tard. Pour l'instant, je ne m'y attache pas. Qui a un constructeur qui ne fait pas grand-chose à part appeler le constructeur du dessus. D'accord ? Et surtout, qui a une méthode render. Et en fait, le contrat de la méthode render, c'est de remplir le nœud, enfin c'est de pas forcément remplir, c'est pas tout le temps le cas, mais ça va être de transformer le DOM de manière générale pour faire en sorte que la vue soit rendue. D'accord ? Et donc en fait toutes les vues backbone ont un attribut un peu particulier qui est this.$rel, ce truc là, qui en fait correspond au nœud qui est ciblé par la vue, au nœud racine qui est ciblé par la vue. D'accord ? Ce $rel, c'est un nœud jQuery, donc du coup je peux appliquer n'importe quelle méthode jQuery sur ce truc-là, et donc c'est ce que je suis en train de faire là, je suis en train d'appeler la méthode HTML de jQuery pour dire, en fait, mon nœud, je vais remplacer le inner HTML de ce nœud-là par l'exécution de mon template, ce que mon template m'aura généré. D'accord ? Donc là, si vous vous rappelez mon Hello template, il prenait un paramètre who, et donc je vais remettre mon devoxfr là-dessus. Donc voilà. Donc là, en gros, j'ai créé ma vue, ma première vue. Très bien. Je vais retourner dans mon main router, je vais juste modifier mon URL pour faire en sorte que mon say hello, il fasse un peu plus que faire un console.log. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre dans une variable globale window.view une nouvelle instance de ma HelloView. D'accord ? Pour que je puisse faire ça, il faut que je charge ma HelloView. Donc pour ça, il faut que je rajoute une dépendance backbone à cette HelloView. D'accord ? Que du coup, je me crée une variable HelloView qui du coup va être appelée ici quand je vais faire mon constructeur. Et alors une vue, alors c'est pas du tout obligatoire ce que je vais faire dans backbone, mais moi je trouve que c'est quand même une bonne pratique. En fait, vous allez pouvoir attacher l'élément qui va être attaché à votre vue, vous allez pouvoir l'injecter à la construction de votre vue, d'accord, avec un attribut EL. Donc moi, c'est ce que je considère comme étant plutôt une bonne pratique de faire ce truc-là, parce qu'en fait, ça vous permet de réutiliser un même composant et de l'attacher, par exemple, à plusieurs nœuds différents. D'accord, si vous considérez que c'est au moment de l'instanciation de votre vue que vous donnez l'élément sur lequel elle va travailler, ça vous permet de la réutiliser. Et du coup, ce que je vais lui donner comme élément racine, je vais lui donner le hero unit là. Bon, j'aurais pu utiliser un truc qui s'appelle container, qui a l'air d'être bien nommé pour ça. Le seul problème, c'est que vous avez vu tout à l'heure, tous mes CSS se basent sur un sélecteur qui commence par hero unit. Et du coup, en fait, si j'avais référencé le container, tous mes CSS seraient à l'eau. Donc je vais plutôt travailler dans cette div là, tout simplement. Donc là, je suis en train de lui dire, voilà, je attache la div HeroUnit à ma vue. Okay, et je vais appeler la méthode render. Il ne faut pas oublier de le faire, ça. Donc voilà. On peut se mettre un petit debugger ici. On peut se mettre un petit debugger aussi dans la vue avant de faire le rendering pour voir si tout notre contexte est bien initialisé. Et donc là, vous voyez, avec le live reload, il a rechargé la page et du coup, je suis directement sur mon debugger. Là. Donc, bon, je vais instancier mon HelloView parce que je suis sur une URL qui est en ./hello. Hein, donc, mon say-hello a été déclenché par le routeur. Et là, je suis
pas passé dans mon render, ou alors il m'a pas mis le render. Ah, il m'a pas mis le debugger sur mon render. Je sais pas pourquoi, bizarre. Il devait peut-être être enfin le live reload était peut-être en train de recharger alors que je sais pas, bon, c'est bizarre. Enfin, toujours est-il que il m'a le zis.$OL qui remplaçait le inner HTML de mon hero unit a fonctionné, d'accord? C'est-à-dire que là, mon template a été processé, il m'a affiché le résultat du template. D'accord? Je peux vous le refaire en normal. Je suis sur ma home. On va enlever ça. Je suis sur ma home, je clique sur mon CLO, ça change les choses. Ça m'a pas rechargé la page. D'accord? C'est vraiment un truc, ça a juste mis une encre dans l'URL, du coup le navigateur ne recharge pas la page. Et par contre, il déclenche le routeur qui lui va appeler la vue, qui va s'occuper de faire son render, son propre render. D'accord? Donc voilà, on vient de faire une première vue Backbone. First Backbone View. Très bien. Et donc, on va un petit peu jouer avec cette vue Backbone. On va lui rajouter par exemple un bouton. J'aime bien les hello. Hein. Ça va devenir un peu plus métier dans quelques minutes, mais pour l'instant, on va rester sur les bases. Je vais lui mettre une classe Bootstrap pour que ça soit un joli bouton. Et je vais lui mettre un ID, par exemple, say hello button. Hop. Donc là, ça va m'afficher un bouton. Jusque-là, tout va bien. Et donc, ça va me permettre d'illustrer la partie event de Backbone. En fait, vous allez, sur une vue, vous allez pouvoir décrire un ensemble d'événements qui vont survenir sur cette vue. La syntaxe des événements, elle est un peu particulière, mais je la trouve très lisible. Je trouve ça pas mal. En fait, vous allez faire un truc comme ça. Hop. Et donc, du coup, vous allez faire say hello. Là, on est en train de dire quand l'événement clique, donc là, vous pouvez mettre n'importe quel événement. Donc là, quand l'événement clique, va être trappé sur ce sélecteur. Donc là, vous mettez n'importe quel sélecteur. Vous pouvez utiliser des classes, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un ID. Donc là, je suis en train de dire quand je vais cliquer sur mon bouton say hello button, alors je vais appeler la méthode say hello que je vais implémenter là. Hop. Et qui va faire, je vous le donne en 1000. Hello world. Et je vais peut-être faire un new date pour vous montrer que hop, le truc change. Donc je vais peut-être me remettre en debug. Et quand je clique sur mon bouton, hop, je vais afficher la console. Quand je clique sur mon bouton, vous voyez, il y a un hello world qui est appelé. D'accord? Du coup, j'ai une gestion d'événements qui est gérée par ma vue. Ce truc-là, c'est un truc assez utile parce que du coup, ça vous permet de répertorier à un seul endroit tous les événements qui vont être gérés par votre vue. En gros, toutes vos actions utilisateurs, vous les répertoriez juste à un seul endroit, plutôt que de mettre des bind ou des live de jQuery un peu partout dans votre code. Là, vous avez vraiment une section qui est dédiée à tous les événements de votre vue. Et normalement, les événements, vous n'en avez que à cet endroit-là. Vous n'en avez pas ailleurs. Ok. Donc là, j'ai fait mon binding, très bien. Juste pour info, petit trick. Je ne sais pas si vous savez, dans Chrome, vous pouvez, dans votre console, référencer un ID directement. C'est-à-dire que si vous mettez le nom de n'importe quel élément dans votre DOM, enfin l'ID, pardon, de n'importe quel élément dans votre DOM, il est capable de vous l'afficher. Je ne sais pas si vous le saviez. Et surtout, en fait, il y a une API sur la console qui permet de manipuler un petit peu les DevTools. Et vous avez notamment des trucs de ce genre-là, qui peuvent être assez sympas. Hop, si je fais un inspect de say hello button, là, il me met automatiquement sur ce truc-là. Ça m'évite de me mettre avec la loupe là, et de pointer là-dessus, de bien faire attention à pointer là-dessus et de me mettre là-dessus. D'accord ? Petite astuce de productivité, ça peut être utile. Donc, voilà, je suis plutôt content, mais je ne suis pas complètement content de moi, parce que si vous avez bien regardé ce que j'ai fait un truc qui n'était pas trop dans la philosophie de ce que je vous ai dit par rapport à Require.js. Je vous ai dit que Require.js, c'était un truc qui était pas mal pour charger les choses à la demande. Et là, en fait, si on regarde ce qui se passe, si on regarde sur la home, ce qui se passe, pardon, hop, je vais recharger. Dans l'onglet Network, bon, il y a toute ma tripotée de scripts.js qui sont chargés. Et puis, ma hello view, elle est chargée. Mon template, il est chargé.
Backbone est chargé. Bon, Backbone, je comprends parce que je suis dans un routeur, donc bon, pourquoi pas. Mais ma vue a été chargée alors que j'ai même pas cliqué sur le bouton. Ça serait dans la théorie, normalement, il faudrait que je ne charge les choses qu'à la demande. Idéalement, en fait, ce template et cette vue, elle ne pourraient être chargées que quand je clique. Et pas, en gros, si ce lien, la personne clique dessus, je vois pas pourquoi le client téléchargerait toutes les ressources qui sont liées à ce truc-là. Donc on va un tout petit peu refactorer le routeur. Vous allez voir, ça va pas être un gros refactoring. Ce que je vais faire, c'est que plutôt que dire... Parce qu'en fait, là, pourquoi ça a fonctionné comme ça? C'est parce que j'avais mis la vue en tant que dépendance de mon routeur. Et mon routeur, il est chargé au démarrage de mon application. Donc par transitivité, ma vue était chargée au démarrage de mon application. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un require tardif, entre guillemets. C'est-à-dire que je vais le faire uniquement quand je vais cliquer sur mon bouton. Enfin, quand je vais cliquer sur mon lien. Pardon. OK. Donc là, en gros, je suis en train de dire, je ne charge ma vue que lorsque je clique sur mon lien. Si on regarde déjà, si on recharge la home, donc là, les trucs sont encore chargés, mais ça, je pense que c'est parce que, hop, dans mon main.js, il y a du reliquat de template d'exemple. Je vais le dégager, mon template d'exemple. On s'en fiche maintenant. Donc si je recharge ma page, là vous voyez, il n'y a plus de Hello View, il n'y a plus de template. D'accord ? Donc il ne m'a pas chargé des choses inutiles pour l'affichage de cette page. Et par contre, si je clique sur mon lien, hop, c'est uniquement à ce moment-là qu'il m'a chargé et la vue et toutes les ressources dont ma vue avait besoin qui n'avaient pas été chargées jusqu'à maintenant. D'accord ? Donc c'est là, c'est ce qu'on voit là, les choses ont été chargées tardivement. D'accord ? Donc là, je suis déjà plus content. J'ai un peu optimisé using require.js tout lazy, load, hello view. OK. Donc voilà. Bon. Alors, on va peut-être commencer à arrêter de faire des vues un peu bidons. On va commencer à faire des vraies vues qui arrêtent d'afficher hello world. On va se créer une vraie vue dont l'objectif en fait ça va être d'afficher la liste des technos. En gros je vais faire une vue qui va faire à peu près la même chose que ce truc là, sauf qu'au lieu d'avoir des données qui sont statiques, mises en dur dans mon DOM, je vais me reposer sur alors là ça c'est un truc qui m'embête parce que ça c'est un bug que j'ai assez fréquemment et où j'ai plus l'onglet source. Donc ça, c'est les joies de travailler avec Chrome Canary. Donc c'est pas grave, on va passer en fallback sur Chrome normal. Donc il y a des fonctionnalités. En fait, j'utilise Chrome Canary parce que je voulais vous montrer des fonctionnalités qui sont assez sympas. Mais c'est pas grave. Au pire, je reswitcherai sur Chrome Canary plus tard. Donc, je disais donc qu'on va faire une vue qui va afficher cette liste de techno et qui va se reposer sur, vous vous rappelez les fichiers JSON, dans les premiers commits, j'ai rajouté des fichiers JSON qui me permettaient de récupérer ces données de toutes les technos. Du coup, en fait, je vais faire comme si c'était un serveur REST qui me donnait ces données, c'est le cas de le dire, et du coup, je vais afficher ce truc-là avec un template. Donc pour ça, on va se créer une nouvelle vue. Donc on va se faire une techno listing view par exemple. Hop, on va créer avec notre live template. Hop là, je fais une bêtise. On va tout recréer. View, hop. Donc je vais me créer un template dédié qui va s'appeler techno listing, d'accord, pour ce truc-là. Donc du coup, je vais me le créer là. Hop, un truc qui s'appelle technolisting.hbs. Je vais peut-être faire un petit message de bienvenue, histoire de montrer qu'on n'est pas sur la page d'accueil. D'accord ? Parce que quand je vais afficher à peu près les mêmes choses, je vais faire un truc bienvenue d'Evox FR sur la liste des technos.
Et donc, je vais me faire un UL et je vais aller prendre un exemple de LI pour avoir le même rendu. Toc. Donc là, j'ai un exemple de rendu de LI. Et sauf que je vais utiliser la syntaxe handlebar. Donc là, on n'a pas trop vu encore la syntaxe handlebar, mais je pense que vous devinez ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de faire une boucle handlebar. Je vais itérer sur un objet que je vais mettre dans mon contexte handlebar qui va s'appeler techno. D'accord, tout simplement. Et derrière, je vais variabiliser un petit peu les choses pour dire mes objets techno, en fait, ils vont avoir un title et une description, par exemple. Ça tombe bien, si je vais regarder mon JSON, j'ai un truc qui s'appelle title, j'ai un truc qui s'appelle description, donc je ne vais pas avoir de transformation particulière à faire. Et par contre, pour le type, si on va voir mon JSON, j'ai pas été très aidé parce que le mec qui m'a mis à disposition les données là, il s'est pas trop foulé, il m'a juste mis type 1 égale 2, type 1 ou 2 en fonction de si c'est du tooling ou un framework. Alors que moi, j'aimerais bien, en fonction de si c'est 1 ou 2, afficher tooling ou JS Framework. Et alors là, on va tomber sur une limitation de handlebar. En fait, on ne peut pas faire de... En fait, il y a un tag if qui existe. Je pourrais faire un if type, alors je fais quelque chose, enfin if type, alors je fais quelque chose, sinon je fais autre chose. Par contre, je ne peux pas faire if type égale 1 ou type égale 1. Enfin, la syntaxe que vous voulez, mais en gros, un test de valeur, ça on ne peut pas le faire en handlebar. C'est dans la philosophie d'handlebar qui disent, en fait, on veut se cantonner au strict minimum en termes de traitement dans le template. Et en gros, ça sera à l'appelant de mâcher les données pour que le template puisse les afficher. D'accord ? Donc là, bon, pour l'instant, je vais juste faire un truc moche. Je vais juste afficher le type tel qu'il est. Et on verra après comment on améliore ça. Donc là, du coup, ça va me faire classe égale 1. Donc normalement, ça ne devrait pas m'afficher des trucs en vert et en orange. Donc voilà, donc j'ai créé mon template. Très bien. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire un truc, c'est à déclarer ma route. Donc là, je vais faire un point / list techno, par exemple. Et puis, je vais appeler une méthode list techno. Bof. Et puis, je vais faire un gros copier-coller de mon CLO parce que je fais stricto sensu la même chose. Alors, qui dit copier-coller dit que je pourrais factoriser des choses. Donc, je vais pas perdre du temps. Je suis déjà suffisamment à la bourre en fait là-dessus. Je ne vais pas perdre du temps à factoriser les choses, mais vous dites bien que en termes de scalabilité, là, le code, ce serait quand même pas mal si on pouvait avoir une méthode un peu générique qui fait un petit peu tout le temps la même chose, c'est-à-dire qui me fasse un require d'une vue que j'aurais passée en paramètre, par exemple, donc qui serait TechnoListingView, et qui me fasse un new, qui m'instancie cette nouvelle vue et me définisse tout le temps l'élément sur lequel elle va travailler, qui est le hero unit. Parce qu'en fait, toutes mes vues vont tout le temps se baser sur mon container, là, vont tout le temps changer juste cette section-là. D'accord ? Donc, ce truc-là, on pourrait le factoriser, parce que si on se met à avoir 20 routes, on va avoir 20 méthodes qui font toutes à peu près la même chose, ça serait un peu dommage. Donc, bon, pour l'instant, on n'aura que deux vues là pendant ce talk, donc on va faire crappy, mais rapide. Donc, ça recharge. Alors, il y a juste un petit truc que j'ai oublié de faire. Donc, je vous ai dit que j'avais référencé une nouvelle route. Par contre, ce serait pas mal de se rajouter un petit lien. Donc, liste techno. Hop. Toc. Sur ma home, ça se recharge. J'ai mon liste techno là. Et voilà. Bon, là, je suis sur ma liste de techno. Et puis, j'affiche rien parce que, en fait, je vous ai dit que j'itérais dans mon template. Là, j'itère sur toutes les technos. Hop là, je suis pas dans le template. Ici, j'itère sur toutes les technos. Le problème, c'est que dans ma liste, là, je lui ai rien. Enfin, dans mon view template, je lui ai pas passé de techno. Je pourrais lui passer temporairement un tableau vide, ça va faire la même chose. Toc. Mais bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est maintenant faire une requête Ajax, comme on sait si bien le faire avec jQuery, sur
mes fichiers JSON. Alors, je vais me mettre un petit peu des bâtons dans les roues. On va considérer pour l'instant que le techno de JSON qui me liste toutes les technos n'existe pas. On va dire que le mec qui m'a créé le service REST ne me l'a pas encore mis à disposition. Et j'ai à ma disposition que deux services. Un truc qui me liste toutes les technos de type framework et une autre liste toutes les technos de type tooling. Et du coup, je vais devoir agréger ces deux trucs et donc du coup faire deux appels AJAX pour pouvoir récupérer l'exhaustivité de mes technos. Donc du coup, je fais un jsfmk.json et puis je fais un bon vieil appel AJAX avec une callback jsfmk, voilà, et puis un autre appel AJAX nesté qui tape sur toolings avec toolings, et donc là mon HTML là, je vais le mettre à la fin, hop, ici. Et puis, sauf que ici, je vais utiliser underscore pour faire une union de mes deux résultats là. Pour afficher, je vais afficher le tooling en premier pour être cohérent avec ma page d'accueil. Et voilà. Et donc là, ça devrait pas marcher. Je vous casse tout le suspense. On va mettre un debugger ici pour voir ce qui se passe. Donc, je rafraîchis. Hop, je passe en debug. Très bien. Donc, voyons voir ce que j'ai dans mon JS Framework. J'ai 4 éléments. Mes éléments, ils ont l'air d'avoir une bonne tête. Ça a l'air d'être un framework, Backbone. Tooling, j'ai 5 éléments. Mes éléments, ils ont l'air d'avoir une bonne tête. Très bien. J'avance. Et là, bon, j'ai cassé le suspense. Je voulais vous montrer ce truc. Donc normalement, en fait, j'ai une erreur. J'ai une erreur ici, tout simplement parce que le this, là, ne veut pas dire la même chose dans une callback que quand j'étais dans mon render. Dans mon render, c'était la vue. Ici, c'est autre chose. Je crois que c'est le XML HTTP request. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Et donc, j'ai une erreur. Donc ça, en fait, ce que je voulais vous illustrer, c'était un type de Chrome, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est ce bouton ici, qui est en fait un arrêt sur exception. Dès que vous allez avoir une exception qui va popper en JS, plutôt que de vous mettre sur le fait accompli et juste de vous afficher un message, dévautrer mon gars, il va s'arrêter en debug sur l'endroit où vous avez eu un problème. D'accord ? Donc si j'enlève, par exemple, le debugger, là, hop là, que je fais un refresh. Là, vous voyez, j'ai pas mis de point d'arrêt et pourtant il s'est arrêté ici parce que, en fait, si je regarde this, c'est ma XML HTTP request et this a bizarrement pas d'attribut $OL. Du coup, quand j'appelle le HTML dessus, ça marche pas des masses bien. D'accord ? Donc là, on est sur un problème du développeur JavaScript assez quotidien, qui est mon contexte. Il faut passer par une variable pour pouvoir référencer le this qu'il y avait dans un contexte plus haut. D'accord ? Et donc là, hop, si je rafraîchis, tout se passe bien, très bien. Et puis j'ai ma liste de techno. Bon, elles ne sont pas jolies. Je vous avais annoncé la couleur. Hein, la classe, je ne l'ai pas bien affectée. Mais j'ai bien ma liste de techno. Par contre, alors peut-être qu'on va peut-être committer ça, c'est déjà pas mal. Created techno listing view. Hop. Par contre, bon, c'est pas génial ce que j'ai fait parce que premièrement, je suis pas hyper satisfait de la partie indentation de mon code. D'accord, on s'est pris 4 tapes dans les dents là. En fait, le truc intéressant là-dedans, c'est les données que j'ai chargées, les URL que j'ai appelées en fait, et c'est cette ligne-là. D'accord. Donc, en JS, en fait, il existe un concept qui s'appelle les promises. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu. Qui a déjà entendu parler des promises? Ok, donc pas mal de monde, à peu près 50% de la salle. Les promises, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un objet JavaScript qui va avoir un état, d'accord, et qui va appeler une callback dès que cet état va changer. C'est ça la définition d'une promise. Et c'est un truc qui est particulièrement adapté aux appels asynchrones,
parce que sur un appel asynchrone, en fait, on a l'état de la requête qui est en suspens quand le truc est parti, et on a un état qui est c'est bon, j'ai eu la réponse, et du coup on change l'état, et du coup on peut appeler une callback. Donc il y a des librairies en fait qui permettent d'utiliser des promises, il y a Q notamment qui existe, mais je pense que vous en utilisez tous une tous les jours, qui s'appelle jQuery, qui permet de faire des promises out of the box. Alors le truc, c'est que ça ne s'appelle pas des promises, ça s'appelle des deferred. Et en fait, ils utilisent déjà des promises. Quand vous faites des appels asynchrones, ils vous permettent de faire ces appels asynchrones en utilisant des promises. Alors je vais vous montrer la syntaxe qui change un petit peu. En fait, vous avez une méthode $when qui existe et qui va prendre un ensemble d'objets de type promise, un tableau de promise. Et en fait, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que quand vous faites un $Ajax, le $Ajax, il vous retourne quelque chose qui est une promise. D'accord ? Donc en fait, il vous retourne cet objet-là qui est en mode pending, qui représente la requête qui est partie et qui n'est pas encore revenue. D'accord ? Et sur lequel on va pouvoir déclencher une callback dès que cet état va changer. D'accord ? Et du coup, je peux faire un truc comme ça. Donc, du coup, j'ai plus besoin de. Quand on utilise cette syntaxe-là, on n'a plus besoin de définir de callback success parce que on est en train de faire. Il faut faire un truc. Enfin, la syntaxe, c'est ce truc-là. Hop, je vais vous l'expliquer après. Et donc là, dans le retour, alors on va appeler ça res. On va pas appeler ça avec le même nom parce que vous allez voir qu'il y a une subtilité qui est un peu bizarre, mais qu'on va voir. Et derrière, hop, je vais appeler mon rendering là, de template. Hop. Donc là, en fait, ce truc-là, alors, ouais, je vais peut-être je vais faire le truc qui marche pour vous montrer que ça marche. Hop. Donc là, j'ai juste changé un petit truc dans mon code, c'est que plutôt que d'utiliser directement le résultat de ma requête, en fait, j'utilise le résultat à l'index 0. Alors, parce qu'en fait, quand on utilise cette syntaxe-là de promise, l'objet qui est là, c'est pas l'objet brut qu'on a reçu du serveur, c'est un tableau à 3 cases. Donc, c'est un truc un peu bizarre. Hein. C'est un tableau à 3 cases et dans lequel vous avez le résultat de la requête dans la première case. D'accord ? Donc, c'est pour ça que j'ai mis des $0. Donc ça, c'est une syntaxe un peu bizarre. J'ai jamais compris pourquoi il faisait ça, jQuery. Il doit y avoir une bonne raison, mais jamais compris. Et donc ce truc-là fait exactement la même chose. Alors non, il ne fait pas exactement la même chose. Vous allez voir qu'il y a une petite différence. Mais si en tout cas je fais un refresh, je ne vais pas avoir de régression. D'accord ? J'ai toujours ma liste de choses. Alors, je pense qu'il n'y a pas besoin de batailler très longtemps pour vous montrer que c'est quand même un peu plus visible. Déjà, ne serait-ce qu'en termes d'indentation, on n'a pas, si on fait 50 000 appels séquentiels, on n'a pas 50 000. Enfin, à chaque fois, on se prenait 2 tapes dans les dents à chaque appel. Là, on s'en prend juste un seul, et même pas un par appel, c'est un seul tout court. Donc ça, bon, premièrement, clarté et lisibilité. Deuxièmement, en termes de perf, là, il ne se passe pas tout à fait la même chose. Parce que là, ce que je faisais, c'est que je faisais un premier appel Ajax, j'attendais le retour. Une fois que j'avais le retour, je faisais un deuxième appel Ajax, j'attendais le retour. Une fois que j'avais le retour, j'affichais. Là, les 2 appels Ajax partent en parallèle. En fait, je fork. Quelque part, là, on a un fork qui fait partir les requêtes en parallèle. Et on a un join qui, une fois que toutes les requêtes sont arrivées, exécute la callback. D'accord ? Et ce truc-là, c'est pas mal du tout parce que ça vous permet, en fait, si on se met à imaginer qu'on utilise des variables, là, si on avait mis une variable framework promise et tooling promise, on peut tout à fait utiliser ces variables pour définir des dépendances, enfin, en gros dire quand j'ai ça et ça quand ces 2 promises ou ces 3 promises sont résolues, alors je vais faire ça. En gros, ça vous permet de faire dans votre code, plutôt que d'avoir des dépendances un petit peu implicites, un petit peu cachées, parce que généralement, ce que vous faites, c'est que quand vous commencez à faire plein d'appels Ajax,
vous commencez à mettre les success là dans des méthodes utilitaires, parce que c'est rigolo d'indenter les trucs, mais dès que vous commencez à faire plusieurs appels séquentiels, vous indentez à mort. Donc vous allez appeler souvent une méthode foo là-dedans, qui elle va faire un Ajax, et peut-être appeler une autre méthode bar ensuite. Et du coup, vous ne suivez pas trop ce que bar avait besoin de foo, que l'appel de foo ait été réalisé pour fonctionner. Donc, en fait, le fonctionnement en promise, c'est pas mal parce que ça permet de variabiliser ce truc-là. En fait, on peut lui donner un nom. En fait, on peut lui dire un truc genre ons js fmk fetched par exemple. Et du coup, on a un truc un peu plus parlant et aussi réutilisable parce que ces variables, je pourrais les réutiliser dans d'autres when en fait. Donc ons tooling fetched par exemple. Ok. Donc avoir un truc un peu comme ça et du coup je pourrais tout à fait faire un when ici on ce truc là et puis peut-être une autre promise et faire un autre traitement. Et du coup, dès que cette requête va revenir, ça va déclencher potentiellement à la fois ce callback là et le callback que j'aurais mis en dessous, d'accord, qui aura des dépendances différentes de mon premier when. D'accord. Donc les promises, c'est quelque chose, bon, c'est pas un truc simple à expliquer. Je sais pas si j'ai bien réussi à faire passer le message, mais c'est quelque chose qui est vraiment super important en termes de lisibilité, en termes de maintenabilité sur votre application. Jetez-y un œil parce que c'est vraiment très utile. Ok. Donc, je crois que c'était à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Il y a un petit truc là-dessus que j'ai pas résolu comme problème. C'est le problème du type. Là. En fait, là-dessus, on peut en fait dans Handlebar. Alors, ce que je vais faire, c'est que on peut configurer en fait des méthodes helper dans Handlebar pour faire du rendering. Des méthodes helper qui vont être appelées. Donc, je vous montre un exemple, ça va peut-être être plus simple. Là, en fait, je vais me créer une méthode helper qui va s'appeler type2class. Et cette méthode helper, je vais la déclarer. Je peux la déclarer un peu là où je veux, mais on va dire que je vais le déclarer dans ma partie app. Donc, je vais me récupérer la dépendance handlebar, enfin le module handlebar que je vais représenter sous la variable handlebars. Hop. Et je vais me faire un handlebar.register helper. Et donc là, je vais lui donner le nom type2class et une fonction callback qui va me dire. Donc en fait, quand il va rencontrer ce type2class, donc après, c'est à moi de ne pas appeler un attribut type2class. Hein. Clairement, entre le helper et l'attribut, il ne faut pas qu'il y ait de conflit. Enfin, il en prend un des deux. Hein. Après lequel, je ne vous dirai pas. Mais bon, à moi d'utiliser des noms de helper suffisamment ésotériques pour pas avoir une propriété qui s'appelle pareil. Et là, en fait, je peux faire un return this. En fait, le this de ce helper va correspondre au contexte dans lequel il est appelé. Donc là, en fait, le this, ça sera la techno courante. Du coup, je peux faire un this.type égale 1. Alors, je retourne tooling. Sinon, je retourne JS framework. D'accord. Donc là, si ça fait un refresh, là, j'ai tout qui s'affiche bien. D'accord. Donc là, en fait, on peut rajouter des méthodes helper. Alors, autant les mecs de Handlebar ont dit normalement, on ne peut pas mettre de structure conditionnelle trop évoluée. Autant, par contre, ils ouvrent la porte sur si vous voulez mettre des méthodes helper de votre choix, vous pouvez faire ce que vous voulez, quoi. Donc, on peut quand même s'en sortir. Ok. Donc, on a implémenté notre techno-listing view. Très bien. Alors, sauf que cette techno-listing view, elle a quand même une limitation. C'est que, alors, vous vous rappelez, en fait, j'avais dans mon routeur,
si je le reprends. Dans mon routeur, ma vue courante, je l'avais stockée sous window.view. Donc ce truc-là, en fait, c'est assez utile pour le debug. C'est-à-dire que si je fais window.view là dans ma console, je peux récupérer ma vue courante. C'est juste pour ça que je l'ai fait, hein. Mais c'est assez utile. Et en fait, le truc, c'est que si, enfin, j'ai aucun moyen là, à l'heure actuelle, de si ma liste de techno évolue, je suis obligé de faire un re-rendering de tout. D'accord ? Si on avait imaginé que les technos que je veux afficher, je les avais stockés dans une donnée membre, par exemple, et que je voulais faire un re-rendering de ce truc-là, il faudrait vraiment que je refasse une exécution de mon template pour faire un re-rendering complet. On va voir tout à l'heure que on a des solutions pour ça qui sont notamment adressées par le binding bidirectionnel. Ok. Donc maintenant que je vous ai montré les vues, on va se mettre à utiliser les modèles. Je ne vous ai pas du tout encore montré de modèle backbone. Les modèles backbone, c'est tout simplement un truc pour représenter un objet. D'accord ? Donc on va se créer deux modèles. Un modèle qui permet de représenter une techno. Donc tout comme... Ah, mais où es-tu passé ? Modèle, hop. Donc un modèle, qu'est-ce que c'est ? C'est une classe qui hérite de backbone model, d'accord ? On peut définir des valeurs par défaut pour certains champs. Donc là, je suis en train de dire que si j'instancie une nouvelle techno, par défaut, son attribut type, ça va être 1. Donc quand je vais instancier des technos, ça va être des technos de type tooling. Un modèle, ça a un constructeur. Et puis, on peut mettre autant de méthodes utilitaires qu'on veut dans un modèle. En gros, c'est à vous de voir si vous voulez donner du comportement à votre modèle, vous pouvez le faire. Sur cet objet techno, on ne va pas en mettre. Par contre, on va se créer un autre modèle qui va être un techno avec un S et qui va être un autre type de modèle. En fait, dans Backbone, il y a deux types de modèles. Il y a les modèles normaux et il y a les collections. Une collection, c'est tout simplement un tableau de modèles. D'accord ? Et tout comme un peu en Java, on va pouvoir préciser en Backbone quel va être le type de chaque modèle de la collection. Donc là, je vais dire mes modèles de la collection, ça va être des technos, donc des objets techno. C'est pour ça que en fait, je me fais injecter, là, vous voyez, j'ai rajouté une dépendance require qui pointe sur techno et que j'injecte en tant que modèle type et que j'utilise ce modèle type ici. L'attribut modèle, en fait, c'est une sorte de générique pour les backbone collections. En gros, pour dire, ma collection, ça va être une collection de techno. Pareil, une collection, elle peut avoir des champs par défaut, elle a un constructeur, et elle peut avoir des méthodes utilitaires. J'en ai une toute faite sous la main. Toc. Donc là, par exemple, je peux créer une méthode countToolings qui va utiliser underscore pour parcourir tous les modèles. Et pour chacun des modèles, va me retourner uniquement les technos qui ont un type qui est égal à 1. D'accord ? Et comme ce truc, ça s'appelle count, je retourne la length de ce truc-là. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, on va pouvoir instancier la techno et faire un point count tooling dessus pour voir combien sur cette collection j'ai de techno de type tooling. D'accord ? Donc, bon, on a déclaré nos modèles et on va se mettre à les utiliser dans notre vue, ces modèles. Donc, comme d'hab, hop, on se met à référencer notre dépendance. On l'injecte sous la forme d'une variable. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en tant que donnée membre de la vue notre collection, enfin notre instance de collection. D'accord ? Donc ici, air techno empty. D'accord ? Quand je l'instancie, la collection est vide. Il n'y a pas de deviner qu'on veut rajouter des collections magiques. Et en fait, l'API Backbone, elle fournit un ensemble de méthodes utilitaires sur les modèles qui permettent notamment de les fetcher, donc c'est-à-dire de récupérer de récupérer à partir d'une URL REST tous les modèles qui correspondent à cette URL REST. C'est-à-dire que si je précise un petit peu plus, si je définis une URL ici qui est /data/
techno.json. On va arrêter de faire le mix JS Framework, Tooling. Ça ne sert pas à grand chose. Ça va polluer le code plus qu'autre chose par rapport à ce que je vais vous montrer. Mais là, en fait, les modèles, ils ont une propriété URL un peu magique qui permet de définir une URL REST, en fait, qui va servir quand on va faire un truc comme ça. Alors, hop, on va appeler un truc, on va faire onceTechnoFetched, qui est, en fait, je fais un this.techno.fetch. En fait, c'est une méthode utilitaire de l'API Backbone, ce truc-là, qui va envoyer un get sur l'URL que j'ai défini dans mon objet, d'accord, et qui va remplir la collection avec tous les résultats qui ont été récupérés sur le get. D'accord. Il existe un save qui va envoyer un post ou un put sur le serveur, pareil, en utilisant le pattern d'URL. Vous pouvez aussi définir vos propres... Le URL, là, ça peut être une fonction, donc vous pouvez overrider, vous pouvez utiliser une URL différente sur le get, sur le put, sur le post, si vous voulez. C'est customisable. D'accord. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que plutôt que de faire mes deux appels Ajax, là, je vais juste faire mon onceTechnoFetch. La bonne nouvelle, ouais, je ne vous ai pas dit, le fetch se repose sur le $.ajax, d'accord, et il retourne la même chose que le $.ajax. Donc, du coup, le fetch, il vous retourne une promise. Donc je peux tout à fait faire ce when ma promise et j'affiche les choses. Et du coup, là, je vais pouvoir un peu simplifier les choses. C'est-à-dire, déjà, premièrement, j'ai plus besoin de faire d'union. J'ai plus besoin de passer de paramètres en callback parce que, en fait, ce que je vais faire, c'est directement référencer ma collection de techno. Et il y a juste une méthode utilitaire. Alors, je vais vous montrer pourquoi je fais ça. Si on se met en debug. Une méthode toJSON. Parce que, en fait, donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai fait mon render de ma vue. Il a fait un fetch. Là, le zen s'est passé. Et en fait, si je regarde self.techno, quelle tête il a? Parce pour l'instant, on n'a encore jamais vu la tête d'un modèle Backbone. Vous voyez, en fait, un modèle Backbone, c'est un truc un peu pas vraiment. C'est pas vraiment un raw type qu'on pourrait imaginer comme un objet JavaScript. C'est un objet un peu complexe dans lequel vous avez notamment un attribut models qui permet de représenter tous les objets de la collection. D'accord ? Et chaque objet de la collection, pareil, c'est un objet Backbone modèle dans lequel en fait, vous pouvez récupérer les attributs dans un attribut qui s'appelle attributes, dans lequel ici vous voyez il y a tous les champs qu'on a fetchés. En gros, c'est vraiment des wrappers, c'est des surcouches autour de la donnée brute. D'accord ? C'est Backbone model. Et en fait, le truc, c'est que j'ai fait un toJSON, parce qu'en fait, si j'avais passé self.techno tout court à mon template, j'aurais eu ce wrapper, j'aurais passé le wrapper. Alors que si je fais un toJSON, il va itérer sur tous les modèles et appeler un toJSON sur chacun des modèles, et le toJSON de chacun des modèles me donne l'attribut brut, enfin les données brutes de mon modèle. Et du coup, j'ai exactement les mêmes données que ce que je passais avant. Et vous voyez, l'affichage n'a pas changé. D'accord ? Donc j'ai fait un petit refactoring là. Je me mets à utiliser les modèles Backbone plutôt que d'utiliser les URL directement. Donc ça m'a permis. Qu'est-ce que ça m'a permis de faire là, d'utiliser les modèles Backbone ? Premièrement, ça me permet d'exporter mon URL qui correspond à ma ressource REST dans une classe Backbone, d'accord, donc dans ce truc-là. Donc du coup, ça me permet de potentiellement réutiliser mes technos sur un autre écran, sur une autre vue ou autre. C'est-à-dire que j'utilise un objet techno et qui a une URL associée. Donc en termes de réutilisabilité, c'est pas mal. Et surtout, je peux aussi mettre à disposition des méthodes utilitaires sur ces données qui vont faire des traitements. D'accord ? Donc voilà. Donc, using Backbone models instead of plain Ajax calls. Ok. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le truc un peu compliqué.
peu compliqué. C'est pas vraiment compliqué, mais par contre, c'est très utile. Je vous ai dit tout à l'heure que si mes technos... Donc là, en fait, vous voyez, j'ai mis une donnée membre techno, d'accord, à ma vue. Si, par exemple, je fais un window.view.techno, donc là, déjà, pour vous montrer, j'ai bien mon objet techno, d'accord. Et en fait, les Backbone collections, elles ont une méthode add qui nous permet d'ajouter des éléments à la collection, d'accord. C'est une méthode utilitaire. Et je peux faire un truc comme ça, bla, par exemple. Ok. Donc là, vous voyez mes technos, là. J'ai un modèle avec 8 éléments. Hop là. Je voulais pas faire ça. Donc si je fais un add, hop, j'ai un modèle avec 9 éléments. D'accord. Par contre, là, ma vue, mon bla, vous ne le voyez pas apparaître. D'accord. Pour que le bla apparaisse, il faudrait que je refasse un render pour réinterpréter le template. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas le faire là parce qu'en fait ça va pas marcher. Parce que mon render il se base sur un appel Ajax. Donc du coup je vais refetcher les mêmes données. D'accord. Et du coup je vais écraser mes technos existantes. Donc ça va pas marcher. Mais en gros, ce que je veux vous montrer surtout, c'est que vous avez un objet en JavaScript que vous avez modifié et ça va pas se répercuter automatiquement sur la vue. Ce truc-là, il y a des librairies qui existent pour le faire, c'est ce qu'on appelle le binding bidirectionnel. Un binding bidirectionnel, c'est pour faire... Vous modifiez un objet JavaScript dans votre code JavaScript, c'est automatiquement retranscrit sur votre vue. Et pareil, si dans votre vue, vous avez un formulaire ou un truc comme ça, si au fur et à mesure que l'utilisateur saisit des choses, votre objet JavaScript est automatiquement alimenté. Ce truc-là, c'est un truc super utile parce que du coup, vous pouvez considérer que votre code JavaScript, c'est la vue, en fait. Vous pouvez complètement décorréler les deux et vous dire que si votre vue elle est bien implémentée, vous avez juste à modifier votre code JavaScript pour impacter votre vue. D'accord. Et ça, c'est un découpage qui est en termes de maintenabilité, qui est super utile, et en termes de code boilerplate aussi, qui est super utile. On va voir comment on fait ça. Donc pour faire tout ça, on va utiliser une librairie qui s'appelle Rivet.js. Donc comme d'hab, on va faire un bower install, parce que je ne l'ai pas encore mis sur le projet. Donc, je vais faire un bower install Rivet.js. Donc là, normalement, il m'a téléchargé les choses. Il n'est pas là. Donc dans mon main.js, j'avais préparé le coup. Je vais décommenter les 2-3 trucs de config qui me permettent d'utiliser Rivet. Donc j'ai tout simplement mis un pass, un alias. J'ai défini un shim parce que c'est pas une librairie Require.js, Rivet. Et Rivet, en fait, il a besoin... Alors en fait, c'est un truc qui n'est pas du tout corrélé avec Backbone. C'est une librairie générique de binding bidirectionnel que vous pouvez utiliser avec autre chose que Backbone, si vous voulez. Et en fait, il a besoin de quelque chose, Rivet, pour pouvoir fonctionner. C'est un adapteur. Et donc, le truc est un petit peu énorme. Voilà. Un adapteur, ça a cette tête-là. En fait, c'est un truc qui va... En fait, vous allez définir comment Rivet va se comporter. Enfin, quand est-ce que Rivet va réagir au changement de vos modèles que vous avez manipulés en JS. Alors là, ça peut paraître un petit peu lourdingue, mais ce truc, comme je le dis là dans les commentaires, je l'ai copié-collé du projet, d'une issue sur le projet Rivet, qui me permettait tout simplement d'utiliser Backbone avec Rivet. D'accord. En fait, c'est l'adapteur qu'il faut que vous définissiez pour pouvoir utiliser Backbone avec Rivet. Si vous voulez utiliser Rivet sur autre chose que Backbone, tout ce que vous avez à faire, c'est vous coder l'adapteur. Il en existe. Ils ont un wiki en fait dans lequel ils listent un certain nombre d'adapteurs pour la plupart des frameworks existants qui ne disposent pas déjà d'un binding bidirectionnel. Par exemple, Angular, ils ne vont pas faire un adapteur parce qu'ils ont déjà la fonctionnalité, ça ne sert à rien. Mais je crois que Ember, je crois qu'il y a un adapteur pour Ember par exemple. Donc voilà. Donc bon, je vais considérer que ce truc-là est donné. D'accord, je ne vais pas spécialement vous l'expliquer. Et donc, le seul truc, c'est qu'il faut que je garantisse que ce truc-là soit chargé
pareil, quand je charge mon app, donc je vais le mettre, ce rivet, ce config là, je vais le mettre en tant que dépendance de mon app, histoire qu'il soit chargé dès le démarrage de mon appli. Donc là, j'ai rechargé, il n'y a pas d'erreur. A priori, Rivet est configuré sur le projet. Alors, comment ça s'utilise, cette bête-là? Donc, premièrement, je vais utiliser Rivet. Je vais me faire injecter une représentation de Rivet. Donc, ce n'est pas la même chose que la configuration. Tout à l'heure, j'ai référencé la configuration dans mon app. Là, c'est vraiment Rivet. C'est mon module Rivet. Enfin, la représentation de mon module Rivet que j'ai envie de me faire injecter. Donc, je vais avoir un objet Rivet ici. Et alors, là, il va y avoir un switch à faire par rapport au comportement actuel. C'est que c'est plus Handlebar qui va me faire du rendering. Enfin, si, je vais continuer à appeler Handlebar. Le seul truc, c'est que je vais l'appeler beaucoup plus tôt qu'avant, le rendering handlebar. Je vais l'appeler ici. C'est-à-dire que je vais l'appeler avant même que j'ai mes technos à disposition. Et du coup, je ne vais pas lui passer de techno parce que je ne les ai pas encore en main à ce moment-là. D'accord ? Donc je vais appeler mon rendering handlebar à ce moment-là. Alors du coup, ça veut dire qu'il faut que je refactor un peu mon template, parce que là, mon each techno, si je lui donne rien, il ne va pas pouvoir itérer sur grand-chose. Donc en fait, je ne vais plus rien faire. Et par contre, je vais utiliser une syntaxe qui va être utilisée par Rivet et qui va permettre de générer. Alors, vous allez voir, pour ceux il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait du Angular. Ok. Donc une bonne trentaine de personnes, je pense. Donc en fait, la syntaxe de Rivet, elle est assez proche d'Angular. Alors sauf que c'est pas des ng, c'est des data-quelque chose. Et en fait, on peut faire un truc comme ça. Donc là, je vous explique ce que ça va donner, ce truc-là. Ça va nous permettre de... En fait, on va appeler Rivet. Alors, je ne vous ai pas montré. Hop. Là, juste après mon template, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler Rivet pour faire un bind sur un élément du DOM, donc self$element. Donc l'élément que j'aurais généré juste avant, que j'aurais rempli juste avant avec mon view template. Je vais binder cet élément avec un contexte Rivet, dans lequel je vais donner un attribut techno qui va pointer sur les technos, sur ma collection techno de ma vue. D'accord ? Donc à ce moment-là, mes technos, elles sont vides. D'accord ? Quand je suis ici, on va se mettre un debugger pour que vous l'ayez bien. Donc là, je vais passer un objet, un contexte qui a un attribut techno. Et donc là, je suis en train de dire, tu vas itérer sur cet objet techno, sur les modèles de cet objet techno. D'accord ? Et donc pour chacun, donc je fais un data each, et donc du coup pour chacune des technos, je vais créer une variable qui va s'appeler techno. Donc là en fait on peut mettre foo, enfin vous mettez ce que vous voulez, en fait vous mettez le nom de la variable que va prendre chaque élément de l'itération. D'accord ? Et derrière, vous allez pouvoir dire, sur chacun de vos tags, vous allez pouvoir dire le texte de ce tag va être obtenu à partir de techno.title. D'accord ? Donc c'est un truc qui est très proche d'Angular, là dans le fonctionnement. Techno.description. Hop. Là, je fais des bêtises. Et on peut faire pareil pour la classe, data-class. Ça va être, en gros, vous avez data- l'attribut que vous voulez remplir. D'accord ? Et puis là, on va être confronté un petit peu à la même problématique que tout à l'heure, parce que si je fais techno.type, ça va me donner 1 ou 2. Mais bon, on va faire comme tout à l'heure. On va faire un mode dégradé, d'abord, qui va nous afficher des trucs en noir et blanc. Ok. Donc là, on vient de faire notre binding. Tout simplement. Tout ce qu'on va avoir à faire maintenant, c'est garder le code existant, c'est-à-dire on va toujours fetcher les technos, d'accord. Et puis, sauf que là, dans notre callback, on ne va pas faire grand-chose. On va faire un petit console.log, parce qu'on aime bien ça. Techno fetched. Mais c'est tout ce qu'on va faire.
D'accord, on va peut-être faire un débugger. Hop. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, ouais, on va rafraîchir la page parce que je pense qu'il y a pas mal de modifs qui ont été faites. Premier débugger. Donc là, je suis dans ma méthode render. À ce moment-là, si je regarde this.techno, .toJSON par exemple, j'ai un tableau vide. D'accord ? Première étape, je fais mon rendering handlebar qui m'affiche en gros de manière brute ce truc-là. D'accord ? Donc là, du coup, j'ai un bienvenue Devox FR sur la liste des technos. Et puis, j'ai une pauvre div toute vide, parce que j'ai pas, enfin, une pauvre ali toute vide, parce que j'ai pas mis grand-chose là-dedans. D'accord ? Et puis derrière, je fais un bind avec Rivet. Donc là, de suite, hop, il m'a enlevé ma ali, parce qu'en fait, je lui ai dit, génère-moi autant de ali que j'ai de techno. Et au moment où je fais mon binding, j'ai aucune techno en main. Donc il m'a enlevé toutes les ali qu'il avait générées. D'accord ? Derrière, j'envoie mon appel Ajax. Ça continue, donc c'est de l'asynchrone, je continue. Mon when, là, il fait que déclarer une callback. Donc je ne vais pas passer dans le zen. Tant que je n'ai pas reçu le retour de l'appel Ajax, je ne passe pas dans le zen. Donc je peux faire un resume. Et donc là, je passe dans le zen. Et là, vous voyez déjà qu'il y a des trucs qui se sont remplis. En fait, il a déjà rempli la collection de techno. Et Rivet m'a automatiquement fait le binding. Bon. Du coup, pour l'honneur, je fais mon console.log, mais il servait vraiment, mon console.log ne servait vraiment à rien. Et du coup, là, j'ai ma liste de techno. OK ? J'ai un vrai binding sur cette liste de techno. Si je fais un window.view.techno, donc là, j'accède à mes technos. D'accord ? Mon objet techno qui est à l'intérieur de ma vue, et que je fais un point modèle de 0 par exemple pour récupérer, enfin on va peut-être faire .8, non, .7, ouais, c'est mieux, et que je fais un point de tout JSON pour bien être sûr que c'est ça. Ok, j'ai mon truc Rivet là. Si je fais un set, donc ça en fait c'est un setter sur un modèle backbone, et je vais lui dire set title bla, toc, je valide. Il m'a mis à jour bla automatiquement. Je modifie mon modèle, ça s'est retranscrit sur la vue automatiquement. D'accord ? Pareil, si je fais la même chose que ce que j'ai tenté de faire tout à l'heure et qui ne marchait pas, je rajoute une nouvelle techno qui s'appelle blé. Hop. Bon là, il m'a remonté tout en haut, mais sans problème d'encre. Il m'a rajouté blé. D'accord ? Donc là, ma collection a bien fonctionné. Pareil, si je supprime un élément de la collection, il est supprimé automatiquement de ma liste. OK ? Donc là, on a fait du binding pas bidirectionnel. On a fait du binding de la vue, enfin du monde JS vers le DOM. OK ? Ce qui est déjà pas mal. On a quand même un petit souci, c'est qu'on manque un peu de couleurs. Alors les couleurs, on va peut-être committer ça. On va faire un configured Rivet.js binding from view to DOM. On va dire, hop. Donc on va résoudre notre problème. Pour ceux qui ont déjà fait du Angular, vous allez me dire que je suis en train de plagier complètement Angular. Il existe en fait des formateurs dans Rivet. Un formateur, c'est un truc qui va prendre une valeur en entrée, qui va la transformer, tout simplement. Donc là, moi, c'est ce que je veux faire. J'ai envie d'appliquer un formatage à mon type. Et je vais appliquer un formatage qui s'appelle type2class, par exemple. Ce type2class, ce formateur, pardon, je vais le référencer dans ma partie Rivet config, ici. Donc je vais faire un rivet.formatters, voilà, formatters.type2class. Et ce truc-là, c'est une fonction, je vous ai dit, qui prend une value en paramètre. Et du coup, qui va faire un... Ouais, bon, hop, vive le live reload. Si la value est 1, je retourne tooling, sinon je retourne JSFMK. Ok, je rafraîchis. Ça y est, j'ai la couleur sur mon framework. D'accord ? Donc le cas d'utilisation des formateurs, c'est vachement utile ces trucs-là. Ça vous permet en fait de ne pas altérer votre donnée brute et de la transformer pour l'affichage.
Ce truc-là, donc les cas d'utilisation, c'est typiquement, vous voulez afficher une clé d'internationalisation, vous voulez afficher une monnaie avec la currency, avec 2 chiffres après la virgule, vous voulez afficher une date, une heure, un truc comme ça dans la locale de l'utilisateur. Il y a plein de cas d'utilisation qui sont utiles pour les formateurs. D'accord ? Donc voilà, bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal ce truc-là. Hop, donc on va peut-être pas committer juste ça. Alors, il y a un truc maintenant qu'on pourrait faire, que je ne vous ai pas montré, c'est j'ai créé une méthode utilitaire qui permet de compter le nombre de techno de type tooling. Et du coup, on va se faire un petit, pareil, un petit data text là qui va nous afficher techno de type tooling. Hop. Qui va faire un truc qui est techno.count tooling. Je crois que c'est count toolings. Je vais vérifier. Hop, ça a l'air d'être ça. Donc là, en fait, donc 2 choses. Premièrement, la notation 2 points, qui veut dire appelle-moi une méthode et pas un attribut. D'accord ? Et ce truc-là, c'est une méthode calculée, qui se base sur le nombre de modèles que j'ai dans ma collection. Donc ça veut dire que le truc qui est affiché là-dedans va devoir se rafraîchir à chaque fois que je rajoute ou que je supprime un élément de la collection. D'accord ? Donc ça, c'est un truc un peu compliqué à gérer quand même. Et là, par contre, l'implémentation diffère un peu d'Angular sur ce truc-là. C'est-à-dire qu'il va falloir que je lui donne, il va falloir que je lui mâche un peu le boulot à ce truc-là. C'est-à-dire que je vais lui dire, là j'utilise une syntaxe pour dire, recalcule-moi count.toolings à chaque fois que l'un des trucs que je vais lui passer en paramètre, on peut passer n trucs en paramètre, mais l'un des trucs que je lui passe en paramètre change. D'accord ? Donc là je suis en train de dire, dès qu'il y a un des technomodels qui change, dès que la collection a un truc d'ajouter ou de supprimer, rafraîchis-moi count.toolings. Pour info, ça dans Angular, vous n'avez pas besoin de le faire. Il le fait pour vous, enfin il le gère pour vous. Par contre, ça a un overhead, c'est que c'est pas magique, c'est juste qu'il recalcule les choses régulièrement. D'accord ? Donc en fait, je sais plus toutes les combien de secondes, il réexécute le count toolings et il regarde est-ce que ça a changé, est-ce que ça n'a pas changé, et si ça a changé, il met à jour le DOM. D'accord ? Donc, clairement c'est confort parce que du coup vous avez rien à préciser. Par contre, il y a un petit overhead. Personnellement, je préfère la façon de faire d'Angular parce que c'est quand même assez sympa et c'est quand même assez rare qu'on ait une méthode calculée qui prenne longtemps et que du coup on ait un gros overhead à le refaire plusieurs fois. Par contre, l'approche de Rivet est plutôt optimisée. Elle a un drawback quand même là-dessus. Ce truc-là, qui est non négligeable, c'est qu'on est quand même en train de présager de l'implémentation. Enfin, en gros, on est en train de savoir à l'avance que cette méthode se base sur technomodels. Donc on est un peu en train de tricher là, en train de présager de l'implémentation du modèle dans la vue. D'accord ? Donc à voir. Il va y avoir des fans, il va y avoir des pour, des contre. Bon, moi je trouve que c'est pas non plus la mort. Après, sur un gros projet, il faudrait se poser la question. Donc, pour vous montrer que ça marche quand même, que je vous vends pas du rêve, on va peut-être enlever les débuggers là, parce que c'est un peu embêtant. Donc là, déjà, premièrement, il m'a affiché un bon premier nombre. Et maintenant, si je rajoute une nouvelle techno, alors j'ai pas précisé le type, vous vous rappelez, j'avais dit que par défaut, le type des technos, c'était 1. Donc normalement, mon compteur devrait s'incrémenter tout seul. Vous voyez, il m'affiche 6 techno. Donc là, j'ai une méthode calculée. J'ai un binding sur une méthode calculée qui fonctionne. Okay. Donc il y a plein de librairies en fait qui font du binding bidirectionnel. Il y a une librairie qui s'appelle Knockout, qui fait ça aussi. Qui elle a par contre un overhead qui est que tous les objets doivent être des objets Knockout.
Donc en fait, vous allez me dire, c'est un peu pareil dans Backbone, on est obligé de faire un wrapper Backbone. Par contre, en fait, l'object knockout, c'est un truc qui est quand même qui a un overhead en mémoire parce qu'ils doivent mettre des observers sur tous les champs. C'est un peu gourmand. Sur des gros volumes de données, utiliser Knockout, c'est pas forcément super judicieux. Alors après, vous pouvez tout à fait utiliser Knockout sur toute votre app et puis sur certains écrans, ne pas l'utiliser. Tout comme Rivet. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du binding bidirectionnel. Vous pouvez continuer à faire les choses à la main. D'accord ? Ok, donc using formatters and calculated methods with rivets. Ok. Dac, donc il me reste pas très longtemps. Je vais vous montrer juste un dernier petit truc, parce que là je vous ai montré juste du binding du monde JS vers la vue. Je vais faire l'inverse très rapidement. C'est-à-dire que je vais me créer un modèle qui va être une techno en cours d'édition. D'accord. Donc pour que je puisse référencer mon objet techno, il faut que je require mon module techno. Voilà. Donc là, ça c'est juste une seule techno, c'est pas une collection. Je vais rajouter dans mon contexte Rivet cette edited techno. Hop. Donc edited techno, ça va être 10.edited techno. Éventuellement, je pourrais passer carrément en ZIS à ma vue Rivet. Ça pourrait être un autre, carrément passer la vue à Rivet. Bon, pourquoi pas. Donc là, voilà, j'ai passé mon edited techno en paramètres. Je vais me faire un petit bouton, là, hop, edit, sur chacun des éléments de ma liste, avec une classe edit, par exemple. Et puis, je vais me rajouter un event. Sur le clic d'un élément edit, je vais appeler une méthode edit techno. Hop. Et donc là, hop, je vais me faire une fonction qui va tout simplement... donc on va faire un truc basique parce que j'ai plus beaucoup de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire un this.editedTechno.set de show true. Hop. Donc là, en fait, je rajoute juste un flag show à true dans mon objet editedTechno. Et en fait, là, je vais créer un petit form. Voilà, on se calme. Petit form où en fait, je vais faire un data show. Donc le data show, c'est un flag pour dire cette div va être affichée si tel flag est à true. Donc là, en fait, je vais regarder si editedTechno.show. Enfin, je vais l'afficher dès lors que je fais un editedTechno.show. Et là, je vais binder mon input et mon text area sur les champs title et description de mon editedTechno. D'accord. Donc là, on est sur des éléments de formulaire. OK. Donc là, ça rafraîchit. J'ai toujours pas enlevé les débuggers. Donc là, vous voyez, j'ai mon bouton edit. Mon form est planqué parce que pour l'instant, j'ai pas mis de show à true. Si je clique sur un bouton, il s'affiche. Bon, par contre, j'ai pas. En fait, je vous ai dit que j'allais vite. J'ai pas prévalorisé les choses qui me permettent. Enfin, l'élément cliqué. Je pourrais le faire. C'est ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Vous imaginez que c'est pas très très compliqué. Et surtout, en fait, le truc intéressant, c'est que si je fais un window.view.editedTechno.toJSON, par exemple, donc là, vous voyez déjà, premièrement, le type est à 1 parce que le champ est par défaut à 1. OK, il y a un show à true. Bon, très bien. Et là, si je mets un super titre, je refais un toJSON. Et là, vous voyez, j'ai eu mon binding dans l'autre sens. Donc, c'est-à-dire mon formulaire est bien bindé sur mon objet JavaScript. Donc, ça veut dire qu'à tout moment dans ma vue, mon objet JavaScript représente mes données que j'ai saisies. Donc voilà, ça clôture un petit peu le talk.
J'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, mais bon, c'est pas grave. En gros, ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment, vous sensibiliser là-dessus, c'était vraiment sur le binding bidirectionnel. Donc j'espère que ça vous a plu. On a en gros 2 minutes de questions, je pense. 1 minute. Ouais. Donc voilà. Je sais pas si, je sais pas s'il y a des questions. Après, au pire, je peux la répéter. Hein, si... Bon, au pire, je la répète. T'embête pas. Ouais. Ouais. Donc la question est, est-ce que, enfin, en gros, par rapport à Angular, est-ce que je me suis pas un peu pris la tête à tout agréger moi-même, ce que Angular permet de faire un petit peu out of the box, tout seul. Je m'attendais à la question, pour tout vous dire. En fait, mon but, c'est pas de troller entre Angular et Backbone. Pour moi, en Angular, il y a une marche, en fait, il y a un coup d'entrée. Rien qu'à lire la doc, rien qu'à aller regarder le source, vous n'allez pas pouvoir rentrer dedans du jour au lendemain. C'est facile à utiliser, c'est simple, c'est indéniable. Par contre, il ne faut pas perdre de vue qu'on est loqué avec le framework, on est hyper adhérent avec ça, et surtout, on n'est pas maître de nos propres choix. On est complètement adhérent aux choix qui sont prises par le framework. Là, je vous ai montré en gros comment refaire Angular. C'est un peu pompeux là ce que je dis, mais en gros je vous ai montré qu'il y a un certain nombre de philosophies dans le monde JS aujourd'hui. Le monde JS est un peu en train de changer, et le but c'était un petit peu de vous montrer comment on peut quand même faire un truc qui ressemble beaucoup à Angular, qui est assez maintenable, en agrégeant les bons outils en fait, et tout en restant libre de nos choix. D'accord. Donc c'était plus là-dessus que je voulais. Voilà, je voulais insister. Ok, donc merci en tout cas. Et bon débat.